Alors, je suis en présence de Mathias Fay, qui est chroniqueur auprès du média Essentiel News et du média Planète Vagabonde, pour vous proposer ensemble, avec vous, cher Régis, un tour du monde des angles cachés de la géopolitique. J'aimerais préciser ici que nous n'allons pas approfondir chaque question, car nous avons opté pour un balayage d'une heure pour comprendre dans les grandes lignes et dans une perspective plus large les enjeux actuels traités ouvertement ou non par les médias, et c'est bien le problème. Alors, j'aimerais vous présenter rapidement. Vous avez 56 ans, vous êtes journaliste français spécialisé dans les conflits internationaux et la géopolitique. Vous êtes un reporter de guerre. Vous avez été directeur adjoint de Paris Match pendant 10 ans et vous venez de fonder, il y a 2 ans, l'excellent média indépendant Omerta qui cartonne. Je vous félicite de la qualité de votre contenu et du courage de votre ligne éditoriale. Voilà, Mathias, je te laisse la parole pour présenter son livre. Oui, vous venez de sortir Qui est le diable, l'autre ou l'Occident? Et vous posez la question sur la façon dont nous désignons nos soi-disant ennemis. Vous y explorez comment la figure du diable est utilisée pour justifier des interventions militaires et comment cette désignation évolue selon les intérêts, les enjeux géopolitiques occidentaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder ce sujet si délicat en tant que reporter? Vous êtes dans le feu de l'action. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui vous a amené à mettre toute votre attention sur cette réflexion? D'abord, il y a deux aspects. Le premier aspect, pourquoi je me suis intéressé à la figure du diable, c'est parce que j'ai vu se dégrader l'image de l'Occident pendant mes reportages. J'ai 27 ans, 30 ans de carrière de grand reporter. J'ai parcouru pas mal d'endroits, de pays, discuté avec beaucoup de gens, de peuples très différents, tant en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale, en Russie et autres, en Amérique du Sud aussi. Et je suis passé vraiment, je suis un fils, on va dire, des Trente Glorieuses, puisque l'Occident, tel qu'il m'était décrit, tel que les gens le projetaient sur moi quand je discutais avec eux autrefois dans mes premiers reportages, n'a rien à voir avec celui qu'ils projettent sur moi quand je vais leur poser des questions aujourd'hui, même si Omerta, vous l'avez dit, a un positionnement singulier à l'international, puisque d'abord, nous offrons nos colonnes à toutes les opinions et nous essayons de préserver justement ce trésor de la liberté d'expression qui est menacé de par ailleurs dans beaucoup de médias, y compris de médias mainstream pour lesquels j'ai travaillé aussi. Donc, ce qui m'a paru intéressant, c'est ça, c'est cette dégradation de l'image de l'Occident qui est non seulement plus perçue comme je dirais, une tentative de restaurer les anciennes colonies, du néocolonialisme ou de l'exploitation, mais de l'exploitation déguisée, économique, etc., mais comme un produit toxique qui viendrait, une sorte de métastase qui viendrait tenter de s'implanter sur les divers pays, les diverses cultures. On a un peu oublié, en embarquant dans le train de la folie wokiste, je ne dis pas qu'on l'a tous fait, il y a des degrés, il y a des gradations, mais on est allé très très loin dans certains pays, en particulier aux États-Unis. D'ailleurs, le retour de Boomerang Trump en est l'illustration. C'est-à-dire que finalement, cette orientation a été perçue par, je vais dire, 80% de la planète qui vit toujours selon des modes traditionnels, même en épousant la modernité comme nous, mais la modernité technologique, mais qui, dans sa vision de la vie, dans sa vision de l'être humain, continue à perpétrer une tradition avec un certain nombre de valeurs que nous n'avons plus selon eux. Et donc, j'ai voulu comprendre justement comment nous avions pu devenir le diable et pourquoi. Et donc, j'ai exploré un certain nombre de personnages et j'ai essayé de traduire ça de cette façon. L'autre aspect aussi, c'était, je vous dis, surtout aussi, qui est un petit peu différent de cette approche, c'est d'essayer de comprendre quand on utilise la figure du diable pour démoniser son adversaire. Et j'ai remarqué que la plupart des personnages que j'explore dans ce livre, hein, que ce soit que ça aille de Bachar el-Assad au Hamas, en passant par Saddam Hussein,
ou même Staline. Je prends Staline au départ comme un très bon exemple parce que Staline est le diable quand il participe à la révolution bolchevique, quand il met en place la dictature du prolétariat après Lénine, quand il fait les purges, quand il affame une partie des citoyens soviétiques, en particulier des Ukrainiens, il est le diable. Et puis, la Seconde Guerre mondiale oblige, eh bien, vaincre Hitler, l'impératif de vaincre Hitler fait que Staline, tout à coup, devient notre allié, pour finir en 1945 par redevenir le diable à nouveau, dans cette espèce d'équilibre intellectuel assez confortable dans lequel nous avons vécu jusqu'en 1991, c'est-à-dire cette Russie soviétique qui était, ou cet Est, ce bloc de l'Est, étant considéré comme les ténèbres, tandis que nous étions la lumière, en fait. Nous étions, nous, occidentaux, ceux qui recevions la parole des dissidents soviétiques, Bukowski, euh, bref, tous ceux qui arrivaient à s'échapper à l'enfer du goulag que nous imaginions totalement que ces pays étaient des goulags géants, eh bien, c'était très confortable pour nous de dire, voilà, le diable, il est là, le mal, il est là, donc nous sommes le bien. Et ce camp du bien s'est retrouvé un petit peu orphelin. Je crois que c'est un des conseillers de Gorbatchev qui avait dit ça aux Américains en 91. Il avait dit, on est en train de vous faire le pire cadeau de vous retirer votre meilleur ennemi, en fait, de vous retirer votre ennemi traditionnel. Et les Américains, eux, ont cru que l'histoire était terminée. D'ailleurs, Francis Fukuyama a écrit ce livre, La fin de l'histoire, qui était prophétique, enfin prophétique non, mais qui s'est révélé évidemment complètement faux avec l'émergence de l'islam radical comme force politique aux alentours des années 2000, et puis le 11 septembre qui a été un déterminant très marquant dans l'orientation de l'Amérique face au monde et même du monde occidental en général. Je ne vais pas citer le clash des civilisations, Huntington, etc., qui ont été utilisés comme background idéologique, souvent d'ailleurs de façon assez légère à l'époque. Mais si vous voulez, l'idée était que voilà, on avait triomphé, on avait gagné, et donc sur la totalité de la planète, bien peu à peu, les pays un peu moins avancés finiraient par prendre le train en marche et qu'on arriverait à importer le modèle social-démocrate, libéral, partout dans la planète. D'ailleurs, c'est très intéressant qu'à l'époque, on parlait de pays émergents. Sous-entendu, ils sont émergents, donc ils vont vers la lumière, évidemment, qui est la nôtre. Et puis, il y avait le tiers-monde, qui était le fond de cuve, les indécrottables, qui, eux, n'arrivaient pas à prospérer. Voilà, c'était notre vision du monde. Mais aujourd'hui, cette vision du monde a totalement changé. Et donc, nous avons, à partir de 91, et je termine là-dessus, désigné des diables parce que nous étions, les États-Unis étaient de super gendarmes, l'Occident avait le vent en poupe. À l'époque, et c'est vrai dans les propos, moi quand j'étais jeune reporter, je me souviens, les gens, même dans les endroits les plus pauvres du monde, avaient envie de devenir américains. Ils étaient attirés par le modèle, attirés par la culture, attirés par des fausses valeurs, mais qui finalement, de consommation. Il y avait cette volonté de se mettre dans la roue américaine. Et chez les Américains, cette sacro-sainte croyance qu'ils étaient l'alpha et l'oméga de tout et que le monde entier allait finalement être au diapason. Et en fait, donc le 11 septembre a été un premier signal d'alarme. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais on a toujours pratiqué, et c'est là où vient mon propos d'un point de vue journalistique, cette désignation du diable. Alors, ces diables, un peu comme Staline, on remarque que Saddam Hussein, par exemple, qui est quand même l'élément marquant après le 11 septembre, l'invasion américaine de l'Irak, avec toutes les conséquences jusqu'à l'émergence de Daesh qu'elle a eue, la désignation du diable se fait souvent avec des gens qui nous ont servi, qui ont été d'ailleurs nos alliés. La plupart de ceux dont j'ai parlé, Bachar al-Assad, même le Hamas, quelque part, ont été des gens qui ont été instrumentalisés, si on considère l'histoire israélienne, pour finalement diviser le camp palestinien en faisant que le Hamas conquiert Gaza et la Cisjordanie reste au Fatah, par exemple. Et donc, il y a eu une instrumentalisation de ces gens avant qu'ils soient désignés comme les diables absolus. Alors, parfois, évidemment, ils sont très diaboliques. C'est pas du tout des enfants de cœur, hein. Ces personnages, Saddam Hussein, c'est un type qui a massacré des chiites, qui a massacré des Kurdes, qui les a gazés, mais avec lequel on a quand même continué
continué à avoir des relations. Jacques Chirac, par exemple, avait des relations très amicales avec Saddam Hussein. Les Français ont même construit une centrale nucléaire qui a été détruite par les Israéliens aux Irak pour les Irakiens. Vous voyez, les collaborations ont été très poussées. Jacques Chirac voyait dans Bachar el-Assad, avec son arrivée au pouvoir en l'an 2000, l'espoir d'une Syrie nouvelle. Nicolas Sarkozy aussi était venu sortir ce même Bachar el-Assad. On se souvient qu'il avait assisté au défilé sur les Champs-Élysées. Bref, ces diables désignés d'un coup, en fait, étaient au départ nos alliés ou des gens sur lesquels on avait compté. Et le Ouais. passage à la diabolisation m'intéresse beaucoup, et c'est ce que j'ai voulu étudier aussi dans mon livre. On pourrait d'ailleurs venir à l'actualité très récente avec l'exemple de la Syrie où Al-Joulani était à un moment donné une tête mise à prix pour terrorisme et aujourd'hui il est accueilli au plus haut niveau partout dans le monde occidental. C'est vraiment un diable à géométrie variable, on pourrait dire. Mais Joulani, vous prenez un très bon exemple. D'ailleurs, je crois qu'il a toujours cette prime de 15 millions de dollars à qui donnera des informations. Ça n'a pas été levé par les Américains. Les sanctions sur la Syrie n'ont pas été levées par les Américains. Elles vont l'être en partie par les Européens qui ont décidé d'allouer 5 milliards d'euros à la Syrie dans des buts humanitaires pour essayer de venir en aide aux Syriens qui en ont, c'est clair, bien besoin. Mais en effet, vous avez raison. Et c'est là aussi un des paradoxes que je décris dans ce livre, c'est que parfois des diables, des gens absolument magnifiques avec des intentions ou des passés absolument condamnables, sont, parce que les circonstances le veulent, utilisés par le camp occidental. Alors attention, cette notion de camp occidental maintenant que les États-Unis s'en sont retirés avec Trump, elle est beaucoup plus fragile qu'elle l'était à l'époque de Joe Biden. Mais c'est un petit peu ce qui est très intéressant avec Jolani et le type d'islamistes qui sont arrivés au pouvoir à la place de Bachar al-Assad, c'est que précisément, on était prêt à accepter, comme on avait déterminé que Bachar devait partir depuis 2011, que arrivé en 2024, en décembre 2024, il était toujours au pouvoir. On a profité et on a encouragé des gens en fait qui sont des descendants de Daesh et d'Al-Qaïda qui ont eu des liens avec eux. Jolani a été au départ du projet Daesh. Il a mis Daesh sur les fonds baptismaux. Il a fait quelques mois d'incarcération avec Abou Bakr al-Baghdadi, qui deviendra le futur calife de Daesh. Donc, c'est assez choquant d'entendre Emmanuel Macron l'appeler et dire, l'inviter à Paris. Quand en plus on est dans une année où on fête les 10 ans du Bataclan. C'est-à-dire qu'à l'époque du Bataclan, un mec comme Jolani était encore lié aux djihadistes les pires qui étaient derrière cette matrice idéologique qui a mené au massacre en plein cœur de Paris. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir ça quand on sait que, donc en fonction de si ça va dans le bon sens, dans le sens du camp du bien, on va dire, eh bien, on va, comment dire, encourager la chose. Et c'est exactement la même chose qui s'est produit en Ukraine avec les groupes néo-nazis type Azov, Edar, Sector et autres qui sont incorporés et très liés à l'armée ukrainienne aujourd'hui, mais qui ont leur spécificité et dont la dangerosité est toujours effective. Mais comme j'ai dit, c'est les inconnus, vous savez, le sketch, comment, les comiques français, les inconnus, qui avaient tout résumé dans leur sketch où ils disaient le bon chasseur et le mauvais chasseur. Et en fait, c'est exactement la même chose. Là, il y a le bon djihadiste et le mauvais djihadiste. Il y a le bon nazi et il y a le mauvais nazi. Voilà, c'est exactement ça. Quels sont aujourd'hui, selon vous, les conflits majeurs qui échappent totalement à la couverture médiatique occidentale? Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des conflits, selon vous, qui sont invisibilisés ou instrumentalisés? Il y a un conflit majeur qui est complètement sous couvert depuis des années, c'est l'affaire du Nord Kivu et du Congo. C'est un conflit qui a fait des millions de morts depuis une dizaine d'années et sur lesquels bon, régulièrement, on va dire, quelques médias se penchent. Mais si vous voulez, au niveau de l'actualité, au niveau de ce qui peut se passer, alors en ce moment, il y a un peu plus d'actualité pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu économique avec les fameuses terres rares. Les terres rares, qui sont en fait ces minéraux indispensables dans la confection des appareils électroniques, informatiques aujourd'hui, et aussi dans l'armement ultra sophistiqué. On voit qu'il y a une agitation autour de ça depuis l'élection de Trump, puisque Trump, dans son projet futur,
on va dire, d'affrontement économique avec la Chine, veut mettre la main sur des terres rares, étant donné le fait qu'aujourd'hui, les Chinois contrôlent environ 60%, ou produisent et exportent 60% justement de ces minéraux à destination de l'industrie informatique européenne et américaine, et que Trump aimerait bien rétablir une parité, ou en tout cas faire en sorte que les États-Unis mettent la main sur les terres rares. Donc, comme par hasard, eh bien, il y a cette histoire de négociation pour payer la dette de guerre ukrainienne avec Volodymyr Zelensky. Donald Trump entend s'emparer de plusieurs centaines de milliards de dollars de terres rares. Donc, c'est le fameux deal qu'il est en train d'essayer de faire avec Zelensky. Il y a aussi la question de son obsession pour le Groenland, où se produit exactement la même chose. Donc l'Est du Congo, cet affrontement avec un groupe armé qui s'appelle le M23, qui est en gros instrumentalisé par le Rwanda. Et le Rwanda, en fait, est accusé de piquer des ressources économiques, évidemment, au Congo, de s'emparer de ces régions de l'Est. Et donc, il y a une véritable course pour ces ressources avec des massacres. Alors, les massacres existaient depuis très longtemps je vous dis, ça a fait plusieurs millions de morts dans l'indifférence. Mais aujourd'hui, la donne économique fait que il y a un peu plus d'intérêt pour la guerre au Congo. Les Américains se sont penchés dessus. Le gouvernement congolais a proposé justement de faire un deal un petit peu à la Zelensky, un échange terres rares contre armement et surtout aide militaire américaine. Donc on retombe dans une configuration où aujourd'hui les États-Unis interviennent pour leurs intérêts dans le monde, purement et simplement, alors qu'avant, c'est vrai que c'était toujours un peu déguisé derrière des notions de liberté, de lutter contre les dictateurs, etc., etc. Bon, avec Trump, on voit que les choses sont aujourd'hui très claires. Il s'agit purement et simplement des intérêts américains, et Trump fait coïncider totalement la diplomatie avec l'économie, et c'est un peu nouveau. Ça nous surprend. Beaucoup de gens tombent de leur chaise avec ce qui est en train de se passer avec les États-Unis, mais en réalité, les États-Unis ont toujours recherché leurs intérêts avant tout, quitte à écraser même leurs alliés. L'intérêt économique aujourd'hui suscite l'intérêt médiatique, ce qui est quand même très intéressant, parce qu'il y a cette fameuse question des terres rares, parce que il y a des groupes informatiques, même comme Apple, très connus, qui sont très intéressés par l'exploitation des minerais là-bas. Et donc ça attire l'attention beaucoup plus que les millions de morts qui ont eu lieu ces dernières années. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'un conflit totalement ignoré l'est un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a une réalité économique et il y a des convoitises autour des ressources du pays. Il en est de même pour le Sahel, dont la région est largement ignorée par les grands médias internationaux, le conflit au Sahel ou les tensions en Asie centrale, notamment entre le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, ou même les peuples, le sort des peuples autochtones en Amazonie, dont les projets géopolitiques ou économiques viennent directement impacter aussi leur survie. En fait, ça, c'est le problème du prisme médiatique. Ce que vous êtes en train de décrire, c'est des causes, par exemple, les peuples premiers d'Amazon, sur lesquels on a pu s'interroger à certains moments. Il y a eu des campagnes de sensibilisation, mais je dirais qu'il y a 10-20 ans, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup. Aujourd'hui, on en parle beaucoup moins, parce que l'espace médiatique est occupé totalement. La guerre en Ukraine et le conflit en Israël, par exemple, monopolise considérablement l'espace médiatique depuis 3 ans, enfin 3 ans pour l'Ukraine, un peu moins depuis le 7 octobre pour Israël, et ces deux conflits en soi et la politique, on va dire, menée par Donald Trump aujourd'hui à l'international font qu'il y a tout un tas de pays desquels on ne va pas parler. C'est regrettable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de train médiatique, et l'apparition des chaînes d'infos en continu, au contraire, on aurait pu penser que ça ouvrait un champ médiatique plus large, mais en réalité, c'est toujours les mêmes informations qui sont distillées, les mêmes focus sur certains pays, sur certaines régions qui y sont exposées. Et c'est pas parce qu'il y a plus de chaînes d'infos en continu ou plus de canaux YouTube ou autres, encore que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a moyen de parler de ces choses-là. Mais si vous voulez, quand on veut vraiment faire l'attention sur un pays, c'est très difficile si ça échappe au train de l'actualité. Donc ça, c'est
la configuration du monde médiatique d'aujourd'hui. Nous, on le voit bien. De temps en temps, on essaye de prendre un pas de côté et d'essayer d'attirer, d'aller dans un pays et au niveau de l'audience, on voit bien que ça ne marche pas. Mais on le fait quand même. On le fait quand même parce que notre vocation, c'est justement, chez Omerta, d'essayer d'aller dans des endroits où les autres ne vont pas, ou ne veulent pas aller, ou ignorent. On essaye désespérément parfois de mettre l'accent là-dessus, mais on est nous aussi prisonniers de l'audience, on est prisonniers de ce qui fait notre succès. Et évidemment, on va aller vers les conflits les plus visibles parce qu'on a des accès, parce qu'on a une voix singulière sur l'Ukraine en particulier, parce qu'on couvre le côté russe. On s'est inscrit dans le paysage avec ses angles, sur l'Afghanistan aussi. Mais par exemple, l'Afghanistan, on a fait un reportage il y a 2 ans de l'Afghanistan sous les talibans. On a passé 15 jours. On a eu des accès que j'avais d'avant, mais on n'a pas eu un succès dément sur l'Afghanistan. Tout le monde a pratiquement oublié ce pays ou s'en sert de temps en temps pour dire ouh là là, attention, la cause des femmes. Mais ça reste très, très limité. Ça devient un peu ce qu'était la Syrie à une époque avant le changement de pouvoir, c'est-à-dire ce que j'appelle moi un trou noir médiatique. C'est-à-dire qu'il y a des pays comme ça, soit parce que la guerre, comme en Syrie, n'avait pas donné les effets escomptés pour l'Occident, donc on laisse Bachar el-Assad dans son coin et on l'enterre, jusqu'à ce qu'il se fasse renverser. Et là, tout à coup, il y a à nouveau un focus. Et là, tout à coup, c'est intéressant comment la machine médiatique se met en place et va au chevet du peuple syrien qu'elle a ignoré totalement pendant 8 ans. Les Syriens crevaient de faim, il y avait du choléra, personne n'en parlait. Et là, tout à coup, parce qu'un barbu arrive à peine dégrossi de Daesh et d'Al-Qaïda, il arrive au pouvoir, il renverse Bachar et tout à coup, on vient larmoyer, on envoie toutes les équipes, Le Monde, Libération, machin, pour pour en faire des tonnes et jouer du violon et expliquer que les Syriens, il faut s'occuper d'eux, nanana, et que c'est magnifique ce qui leur arrive. Voilà, c'est ça l'hypocrisie totale de la chose, parce que à chaque fois, c'est le même processus. Et ce qui est très intéressant, vous remarquerez, c'est aussi un des aspects de mon livre, c'est que précisément à ce moment où se produit cette spirale vertueuse, on va dire, où, par exemple, l'Ukraine est attaquée, il faut défendre l'Ukraine. Vladimir Poutine devient le diable. Voilà, on désigne le diable. Là, c'était Bachar el-Assad. Le diable est parti. Il a rejoint un autre diable à Moscou, d'ailleurs. C'est tous les mauvais sont dans ce panier. Et forcément, celui qui lui succède doit être quelqu'un de bien. Puis après, on s'aperçoit que il zigouille les Alaouites. Il commence à s'attaquer aux chrétiens. Là, mais c'est une deuxième phase. Et pendant la première phase, il y a une sorte d'angélisme qui se produit chez nos médias qui est absolument hallucinante et qui ne permet aucune voix critique. Or, précisément, Mhm. l'exercice journalistique devrait être de dire attention, Abu Mohamed Al-Jolani, alias Ahmed Al-Shara, est un mec d'Al-Qaïda. Il n'a pas franchement coupé avec l'organisation. Les gens qu'il réunit autour de lui sont des Ouïghours extrémistes, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des gens qui ont servi toutes les causes djihadistes, qui ont coupé des têtes, qui ont massacré. Voilà. Et ça, ramener cette évidence-là, c'est problématique parce qu'on perturbe l'angélisme. Euh, Autre exemple sur l'Ukraine, caractéristique, pendant 1 an, il était absolument impossible d'expliquer que les origines du conflit n'étaient pas stricto sensu une agression décidée par Vladimir Poutine contre son voisin souverain de façon à le domestiquer et à l'envahir. Que le conflit avait commencé en 2014, que les populations de l'Est du Donbass s'étaient révoltées contre Kiev, qu'il y avait eu 2 accords, Minsk 1, Minsk 2, qui n'ont jamais été appliqués, et d'ailleurs depuis même celles qui étaient censées l'appliquer, ceux qui étaient censés l'appliquer, premièrement, Angela Merkel et François Hollande ont les deux reconnu que ces accords n'avaient été faits que pour permettre à l'Ukraine de se réarmer, donc pas du tout dans des buts de paix. Donc on apprend qu'en fait les dessous des cartes ne sont pas tout à fait ceux qu'on nous a expliqués. Et puis surtout, il y a la question de l'OTAN. On le sait depuis 2007, conférence de Munich, Vladimir Poutine intervient, explique que l'OTAN s'est agrandie vers l'Est, que la Russie n'a pas répondu, mais si ça se produit pour la Géorgie et pour l'Ukraine, la Russie répondra. Et
systématiquement, Vladimir Poutine va l'expliquer, va le réexpliquer à Budapest, il va le réexpliquer dans d'autres conférences, à l'époque d'ailleurs où il était persona grata et qui participait à tous les sommets. Tout ça est évidemment mis sous le tapis parce qu'il faut une lecture linéaire, une lecture, une narration qui est imposée. Et cette narration ne tolère pas d'exception, ne tolère pas de pensée alternative. De façon intéressante, pour reprendre l'histoire d'Omerta, le premier magazine que nous avions sorti, parce que notre média est basé sur des documentaires, sur des grands entretiens, sur une chaîne YouTube, sur une application, mais il y a aussi une composante magazine trimestrielle que nous avons développée. Et cette composante magazine a été inaugurée par un magazine qui s'appelait Ukraine, la vérité qu'on vous cache. Et donc, ça réunissait tout simplement des gens comme Maurice Gourdeau-Montagne, Pierre Conessa, Guénaud, Arnaud Klarsfeld, tout simplement des gens qui avaient une voix un petit peu différente sur le conflit ukrainien. Et on a vendu 17 000 exemplaires de ce magazine. Ça a été un véritable succès. Pourquoi? Parce que les gens en avaient assez, justement, de cette propagande, on va dire, à sens unique. Ils voulaient avoir des gens qui disent bah, attention, l'Ukraine, oui, oui, il y a aussi des néo-nazis, type ce que disait Arnaud Klarsfeld, cette vénération de Bandera, de Tchoukevitch, des nationalistes ukrainiens ayant servi l'Allemagne, que c'était quand même un peu problématique si on voulait accueillir l'Ukraine dans l'Europe, et que voilà, on n'était pas de ce point de vue avec un pays tant au niveau de sa corruption que de son background idéologique qui était totalement représentatif de nos valeurs. Quand j'entends Gabriel Attal, à l'époque où il était Premier ministre français, nous expliquer que nous défendions nos valeurs en Ukraine, c'est un peu problématique quand on gratte un peu et qu'on trouve qu'il y a ce genre de choses qui existent dans ce pays et que ce pays n'est pas à la hauteur, on va dire, des critères européens. Si vous voulez, c'était pour nous, ça a été un choc de constater que nous apportions finalement une voix un peu dissidente, une voix mais salutaire qui pouvait se faire dans la critique, qui ne remettait pas en cause l'agression russe de l'Ukraine, mais qui voyait les choses en expliquant les choses. Et je pense que c'est important d'avoir ça au moment où le conflit se déroule. Or, dans tous les autres médias, tout ça est absolument écrasé jusqu'à ce que, regardez, des notions de négociation, par exemple, le terme négociation, le terme paix, à chaque fois que ces termes ont été utilisés au long des 3 ans de conflit en Ukraine, systématiquement, on leur a collé sur le dos l'étiquette pro-russe. C'est-à-dire, vous êtes pour la paix, en fait, vous voulez que l'Ukraine perde ses territoires. Vous voulez que l'Ukraine perde. Vous voulez un cessez-le-feu sans que l'Ukraine n'ait reconquis la Crimée et le Donbass. Vous voulez, bref, en fait, quand on parlait de paix, c'était criminel, c'était le discours de Poutine. Il a fallu que Trump arrive et dise, moi j'en ai marre de ce conflit, il y a des centaines de personnes qui meurent tous les jours, des hommes jeunes qui vont dans des tranchées, et c'est une boucherie, et je veux l'arrêter. Quand Trump l'a dit, comme il est le plus fort encore, ben, on a été obligé de considérer la chose. Mais là, regardez le travail de l'Europe. Au lieu de se mettre avec Trump et de dire, bon, on va tous essayer de faire l'appel là-bas, on est là en train d'essayer de faire des contingents, de projeter d'envoyer des soldats, soit la France, l'Angleterre, tout en sachant que les Russes n'admettront jamais d'avoir des troupes de l'OTAN côté ukrainien. On parle de renforcer l'armement de l'Ukraine, ce dont les Russes ne veulent pas. Bref, on est dans un contexte où, au lieu d'essayer de travailler avec les Américains, on semble vouloir saboter leur plan de paix, ou en tout cas prolonger le conflit sans vraiment de solution, parce qu'on va vers où? Et avec ce déferlement de bons sentiments, finalement, eh bien, on arrive à des tragédies où cette guerre en Ukraine aurait pu être arrêtée en avril 2022, sauf que quelqu'un comme Boris Johnson est allé voir Zelensky et lui a dit, tu ne signes pas les accords d'Antalya, tu continues la guerre. Il y a eu le cas aussi d'Anthony Blinken qui s'est opposé à son chef d'état-major des armées, Mike Milley, en novembre 2022. Ce dernier, le chef d'état-major de l'armée américaine, ayant dit, il va falloir peut-être qu'on négocie, qu'on envisage un traité de paix parce que les Ukrainiens ne reconquéreront jamais ou n'ont quasiment pas de chance de reconquérir le Donbass et la Crimée. Et donc, le militaire qui voit les choses sur le terrain disait arrêtons la guerre, et le diplomate qui est censé normalement arrêter la guerre, c'est-à-dire Anthony Blinken, lui,
parlait de nouveaux packages d'aide avec des centaines, des dizaines de milliards de dollars d'équipements pour l'Ukraine. Donc voilà, donc on est dans une inversion des valeurs dans ces conflits. Et nous, moi, ce que je trouve assez significatif, et c'était valable pour la guerre en Irak, c'était valable pour la guerre en Libye, c'est que cette période qui précède la guerre, le déclenchement du conflit, et ensuite tout ce qui va se produire, je vais dire, jusqu'au premier problème, l'insurrection qui se développe en Irak, la mort de Kadhafi en Syrie et le pays livré en Libye, pardon, et le pays livré aux milices, eh bien, pendant toute cette période, il n'y a absolument pas de contestation possible, il n'y a absolument pas de version possible pour venir, on va dire, essayer d'expliquer ce qui se passe. Il n'y a qu'une narration. Les faits n'existent pas et ce rouleau compresseur est toujours systématiquement le même. Il se met en place et on n'explique qu'une seule version, en fait. Avec votre expérience et cette capacité à bien repérer la construction d'un tel narratif, est-ce que vous sentez aujourd'hui peut-être d'une part de nouveaux diables qu'on est en train de construire, c'est-à-dire les prochains enjeux géopolitiques où on va s'investir? Est-ce que vous en repérez? Et peut-être une deuxième question, s'il y a un diable, c'est parce qu'on se considère, nous, évidemment, le camp du bien. Et est-ce que le chaos qui règne actuellement en Europe n'est pas la conséquence du fait que on voit qu'il y a le camp du bien n'est plus homogène depuis que Trump a pris une autre voie. En fait, on a un peu détruit l'image même de l'ange. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait plus trop dans quel camp se mettre. Quand on a une pensée binaire et que les camps bougent, ça devient très compliqué. Vous touchez du doigt le problème principal, c'est-à-dire l'émergence de Trump. Euh, alors, l'attitude par rapport, je dirais, c'est on va dire la classe politico-médiatique européenne, comment elle se défend. Elle se défend, elle essaye de considérer que l'Europe a une chance historique, ce qui est vrai, ce qui est encouragé d'ailleurs par les Américains de prendre en main son destin militaire. D'ailleurs, on se demande pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Et je vais vous expliquer pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt. Elle ne l'a pas fait plus tôt, et c'est là où réside une partie du problème, c'est que cette classe politico-médiatique, tant les journalistes que les hommes politiques, ont suivi aveuglément les États-Unis depuis des décennies. Ce sont des gens qui ont vécu, qui ont respiré, qui se sont nourris de pensées, d'idéologies américaines ou guidées par les Américains. Du point de vue militaire, il était inconcevable d'avoir autre chose que ce grand partenaire, que ce frère qui était venu nous prêter main forte pour nous libérer du nazisme. Bref, partant de cette philosophie, de cette façon de voir les choses, eh bien, on a toujours considéré que les États-Unis viendraient toujours nous aider. Pour ce qui est de l'Allemagne, c'était encore pire. Gerhard Schröder, par exemple, qui était le prédécesseur d'Angela Merkel, avait basé le succès, la prospérité allemande sur trois principes. Premier principe, le commerce avec la Chine, donc pratique de préférence quasiment pas de barrières tarifaires, donc la Chine comme marché pour l'Europe et l'Europe comme marché pour la Chine, ça c'était l'aspect économique. L'aspect hydrocarbures, il l'avait résolu en achetant les deux tiers des besoins énergétiques allemands à la Russie, c'est-à-dire un gaz à bas prix et qui permettait à l'industrie de l'acier automobile allemande de prospérer. Et le troisième, ben, pour Schröder, il n'y avait pas besoin, parce que d'abord, historiquement, c'était devenu une hérésie que l'Allemagne est une armée à cause de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne se voulant par principe pacifiste, donc elle ne voulait pas développer, ni intervenir, ni elle voulait faire le service minimum pour son armée. Mais Schröder a dit tout simplement, sous-traitons notre sécurité aux Américains. Donc ce triptyque a très bien fonctionné et a permis à l'Allemagne de devenir, on va dire, le pilier économique et financier de l'Europe, une très grande nation et de prospérer. Donc on a, je dirais, fait de cette dépendance une raison d'être. Et aujourd'hui, on se trouve face à un vrai problème qui est celui c'est un petit peu comme si nous étions dans un TGV, il y a une locomotive fabuleuse qui est capable de faire rouler le TGV à plus de 300 km/h, et tout à coup, la motrice, elle disparaît. Voilà, elle disparaît, nous on est toujours dans le train, on avance toujours,
on sent qu'on ralentit et on se regarde les uns les autres en disant, bah, il va peut-être falloir qu'on fasse la locomotive, nous. Il va falloir qu'on fasse notre propre locomotive. Mais ça demande un exercice de réflexion et on le voit bien. Moi, je suis les comptes les plus atlantistes. Il y en a beaucoup chez nous, hein, peut-être beaucoup plus qu'en Suisse. Il y a eu, je dirais, un courant atlantiste en politique et dans le domaine des idées en France qui existe depuis très longtemps. On voit très bien qu'ils sont totalement perdus. Ils ont perdu le cap, quoi, le cap qui était l'Amérique. Alors, certains réagissent en disant Trump, alors il y a eu la période, Trump est un agent russe. Bon, on voit que ça marche pas trop, que ça tient pas trop la route, mais il y a quand même le journal Le Point, par exemple, qui a fait une couve avec Donald Trump, l'homme de Moscou. Vous vous rendez compte? L'homme de Moscou. Donc, bref, en déterrant des vieilles histoires, comme quoi dans les années 90, il aurait été approché par des entrepreneurs russes, il aurait été à Moscou. Bref, en gros, il serait devenu agent du KGB. Ça, c'est toujours le même. Voilà, on développe une campagne, on essaye, on voit que ça marche pas trop, on voit que ça correspond pas trop au profil de Trump. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi. Poutine le manipule. Ça y est, Poutine a compris. Trump, il est idiot. Poutine est très intelligent et très, on va dire, machiavélique. Et il va manipuler Trump pour ses intérêts. Donc voilà, ça c'est. Mais ces personnes-là, qui donc tout le service public en France ou presque misent sur le fait que Trump va durer 4 ans. Ils n'imaginent pas qu'il y ait quelque chose après. Ils pensent que les démocrates vont revenir. Quand on regarde l'état des partis démocrates aujourd'hui, c'est le parti, il a des scores d'impopularité comme jamais dans son histoire aux États-Unis. Donc il est complètement sonné, complètement terrassé. Les individualités ne réagissent pas, ni Barack Obama, ni Hillary Clinton. On ne les entend pas. Il laisse Trump développer sa politique. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il n'y a pas d'espoir de ce point de vue-là. Mais vous avez quand même encore des gens en France qui aimeraient qu'on revienne à une situation normale. Pour une situation normale, ça veut dire le leadership américain et nous, on se met dans les rails, on bouge pas. De temps en temps, on a notre petite singularité. On avait notre précaré en Afrique. D'ailleurs, on l'a plus. Bref, on n'a pas compris que notre déclin, que le sursaut américain ou ce qu'essaye d'imprimer Trump, justement, c'est une manière d'essayer de sauver l'Occident, en fait. Si on avait continué sur la pente Biden, je dis bien que c'est une pente parce que quand vous avez un pays qui pendant 4 ans est représenté par un vieillard sénile qui est complètement errant, vous croyez que ça ne fait pas d'effet au niveau des populations, que l'immense victoire de Trump n'est pas liée aussi au fait qu'il y a eu un problème de leadership pendant 4 ans? Vous savez, quand les Russes ont vu Boris Yeltsin en 91 littéralement vendre son pays à l'étranger, se coucher devant les Américains et apparaissant à des tribunes en titubant, bourré à la vodka, pour les Russes, ça a été une honte absolue. Et Poutine en a tiré les conséquences. Poutine a fait de son arrivée au pouvoir en 2000, justement, a construit son arrivée au pouvoir dans l'idée de la revanche des Russes qui reprennent leur pays face à une période, on va dire, de disgrâce. Eh bien, pour les Américains, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour Trump, ils ont voté massivement, il a tout remporté, la Chambre, le Sénat. Aujourd'hui, il a des problèmes avec des groupes de juristes qui, évidemment, s'opposent à sa politique, mais c'est parce que c'est la démocratie, c'est comme ça, c'est la démocratie américaine, qu'ils prennent une décision, qu'elle soit contestée, c'est dans l'ordre des choses. Il a un projet qu'il veut mettre en place, et là, on voit bien que chez nos observateurs, chez nous en Europe, on est complètement désorienté par rapport à ça. On est complètement désorienté, on pense que ça va durer 4 ans et qu'après on va revenir à la normale. Si ça ne dure pas 4 ans, parce qu'on voit bien que J.D. Vance est derrière, parce que Donald Trump, ayant accompli dans 4 ans son deuxième mandat, ne pourra pas se représenter. Donc fatalement, on imagine que ce sera soit Musk, soit Vance, mais plutôt Vance avec l'aspect idéologique qui va derrière et l'idée d'une continuité d'une Amérique. C'est vraiment le slogan America First, c'est-à-dire tout ce qui concerne les intérêts des Américains est en premier. Ça ne veut pas dire l'Amérique qui domine le monde, c'est ça la différence. Alors elle va intervenir, on voit qu'elle intervient à l'international, on voit qu'elle a son mot à dire dans la guerre en Ukraine, mais on voit aussi qu'elle essaye d'apporter des solutions, pas toujours de façon
efficace. Quand Trump disait je vais arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures, on voit que c'est un petit peu illusoire, mais on va voir jusqu'où ça va. Mais en tout cas, il y a une marque qui est imprimée. Et nous, face à ça, on est complètement désorienté. On fait partie, encore une fois, je vous dis, d'une classe politique, d'une classe journalistique qui a vécu dans le giron, dans la roue des Américains pendant tellement longtemps qu'aujourd'hui, bah, comme ils ne sont plus là, nous ne savons pas comment faire. L'Europe, nous ne savons pas comment arriver à lui trouver une seule voie, ce qui prouve à quel point ce système était artificiel, construit, une espèce de superstructure qui, d'une chose, on va dire, qui n'a jamais remporté l'adhésion des populations, mais qui pouvait se comprendre à un moment, est en train aujourd'hui quand même de prendre des allures un petit peu dictatoriales, avec des élections qu'on cherche à supprimer en Roumanie quand ça ne va pas dans notre sens, des chaînes de télévision qu'on interdit en France. Vous voyez, tout ce vent mauvais de la démocratie vertueuse qui, quand l'élection ne va pas dans son sens, la supprime ou préfère arrêter les candidats. Donc là, on est en train de voir, je pense que l'exemple roumain est très intéressant, on est en train de voir un mauvais aspect de l'Europe qui est en train de, et peut-être sa nature profonde en fait. Est-ce Et que les Gilles, Européens commencent à avoir honte? Je ne sais pas si les Européens commencent à avoir honte. Je pense qu'il y a des mouvements de résistance populaires qui existent un petit peu partout, qui voient le jour. À une époque, vous aviez Viktor Orban et la Hongrie qui avaient décidé de ne pas suivre la politique suicidaire migratoire en Europe et de fermer son pays. Il a été admonesté pour ça, il a pris des sanctions. Il y a d'autres, comme la Slovaquie, qui l'ont rejoint. Il y a eu la question de l'Ukraine aussi. Est-ce notre guerre? Est-ce pas notre guerre? Faut-il avoir une position où on ménage la Russie parce qu'elle est là? Comme le dit Emmanuel Macron d'ailleurs, la Russie, elle ne va pas disparaître. Oui, elle ne va pas disparaître. C'est 17 millions de kilomètres carrés à nos frontières et ça fait partie du continent eurasiatique duquel nous faisons partie. Donc Et vous, pen- fatalement, à un moment ou à un autre, nous avons et nous aurons des rapports avec la Russie. Donc le fait de l'envisager ne veut pas dire on est pro-Poutine ou on va dans le sens de l'agression ukrainienne. Non, mais il y avait un discours un peu moins angélique, un peu moins superficiel, un peu moins délirant à avoir que celui qu'on a entendu sur l'Ukraine depuis 3 ans par ces dirigeants-là, dirigeants qui souvent sont même pas élus, comme Madame Ursula von der Leyen. Donc tout ça montre une certaine distance avec les peuples, et les peuples aujourd'hui sont en train de se venger. On le voit, donc la Roumanie avec Georgescu, aujourd'hui la candidature de Georges Simion qui vient un petit peu pallier, qui va peut-être permettre à une voix roumaine singulière, encore que Simion est très pro-OTAN. Donc on restera dans une configuration où les équilibres ne changeront pas. Mais vous avez aussi un Trump polonais maintenant qui commence à monter aux élections, en sachant que les Polonais ont aussi décidé de garder leur culture, de se fermer à l'immigration, mais ils restent très dans la roue des Américains, eux, y compris de celle de Trump. Donc vous avez une multitude de voix. Giorgia Meloni également, qui a décidé de faire, qui a connu des succès au niveau de l'arrêt de l'immigration clandestine, ou en tout cas de sa diminution en Italie, qui a une voix singulière en Europe et qui est aussi très persona grata à Mar-a-Lago et aux États-Unis, à la fois chez Elon Musk et chez Donald Trump. comment expliquez-vous que vous-même, vous êtes resté intègre dans ce désir d'être vraiment objectif dans le traitement de l'actualité par rapport à vos confrères ou à nos confrères et consoeurs qui se sont laissés hypnotiser ou paterner finalement par le grand frère américain? Comment vous êtes-vous préservé, vous, de cette instrumentalisation? Écoutez, je vais être tout à fait honnête. J'ai passé 27 ans à Paris Match et j'ai plusieurs fois avalé mon chapeau dans ce journal, y compris quand j'étais à la direction adjointe d'un média. Les pressions politiques, je ne vais pas les détailler là parce que en quittant Paris Match, j'ai signé une clause de non de confidentialité sur ce à quoi j'ai été amené à traiter dans ce journal. Mais ce que je peux dire, c'est que les pressions politiques, c'est pas nouveau, ça existe dans tous les magazines et dans tous les médias. Les pressions politiques, y compris au plus haut sommet, sont absolument intenses. Je dois mon salut à l'international parce que, alors vous me direz, c'est un peu plus facile. Oui, c'est un peu plus facile d'explorer l'aspect international
que d'avoir je dirais, à faire face aux politiques chez soi. J'ai fait face à certains hommes politiques, j'ai même vu, je les citerai pas, mais un homme politique, par exemple, demander, alors ça c'était une chose qui me paraissait être une hérésie, ayant eu une expérience américaine, demander de relire une interview, mais c'est de monnaie courante en France. L'homme politique demande de relire une interview, donc tout le monde le fait. Bon, voilà. Et j'ai même vu, donc, dans ce cadre, un homme politique actuellement très en vue qui, à la suite d'une interview qu'on lui avait envoyée pour validation, a voulu rajouter une question et sa réponse. Vous vous rendez compte, hein. C'est-à-dire c'est l'homme politique qui fait la question et la réponse. Bon, bref, voilà. Donc ça, j'ai vu ce genre de choses. Le vrai problème, donc moi, comment être pour rester tout à fait honnête, c'est vrai que en élargissant le spectre d'abord parce que ça m'intéressait aussi, et puis parce que c'était peut-être aussi un aspect moins étudié, mais je voulais découvrir le monde. Ça correspondait à mes goûts, à mes choix, mais aussi à une exigence de plus de liberté dans le traitement des sujets pour approcher une vérité, même si on sait que on n'aura pas la vérité, mais au moins essayer d'y parvenir, essayer d'éclairer, essayer de faire comprendre. Ça a toujours été mon objectif. Quand j'explique un sujet, quand je vais parler à des gens, j'essaie de ramener ce qu'ils m'ont dit et de le contextualiser pour montrer qu'est-ce qui leur traverse l'esprit, à quoi ils pensent, quelle est l'opinion d'un Syrien, quelle est l'opinion d'un habitant du Donbass, quelle est sa vision par rapport à la guerre. Justement, pensez-vous que l'absence d'experts ou de correspondants sur le terrain contribue à une Mais lecture biaisée ou oui, invisibilité ou incomplète des crises mondiales? alors oui, parce que bien souvent, des gens à qui on affuble une dimension idéologique ou religieuse sont en fait dans des stratégies de survie. C'est-à-dire qu'on va dire, ah bah oui, lui, il fait partie de telle communauté, il appartient à un tel groupe. Bon, s'il appartient à un tel groupe, c'est souvent, je prends souvent cet exemple, juste avant le retour des talibans à Kaboul, j'avais passé 3-4 jours avec eux dans les campagnes autour de Kaboul, où ils étaient en train de se partager de l'armement qu'ils avaient pris aux Afghans pour attaquer cette même capitale. J'avais fait un documentaire d'ailleurs qu'on peut toujours trouver sur la plateforme MyCanal, donc sur Canal+, qui s'appelle Kaboul au cœur des talibans, et qui raconte justement cette conquête de la ville et ce retour de la milice islamiste. Et j'avais passé du temps avec eux. Il y avait deux jeunes talibans qui étaient là et qui sont venus me voir un moment avec leur RPG pour faire des photos avec moi. Il y a toujours ce côté, bon, on est des étrangers, donc voilà, plutôt des jeunes sympathiques qui se sont adressés à moi en anglais. Et j'étais assez surpris parce que là-bas, il y a très peu de locuteurs anglais. Et là, je vois, c'est des jeunes d'à peu près 18-20 ans. Et je leur dis, mais comment vous... bon, ils maîtrisaient un anglais rudimentaire, mais enfin, on arrivait à se comprendre. Je leur ai demandé, comment vous connaissez l'anglais? Ils m'ont dit, bah, parce qu'on est allé à la fac à Kaboul, on est allé à l'université. Et que après, ils m'ont dit, bah, on est sorti de l'université. Et je dis, mais vous n'aviez pas un autre travail? Vous auriez pu travailler comme interprète, comme... Parce qu'à l'époque, les Américains étaient encore là depuis 20 ans, donc il y avait des jobs à trouver, il y avait plein de choses y compris dans les universités, y compris dans l'enseignement, voilà, et ou pour des groupes industriels qui faisaient du business avec l'Afghanistan. Et ils m'ont dit non, on n'a pas trouvé. Vous savez, nous on est des pauvres, on vient de telle région, etc. En l'occurrence, c'était le Wardak. Et donc on est retourné dans notre village et comme là, il n'y avait pas de boulot non plus. Bah, les talibans, ils sont venus et les talibans, ils nous payent. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, après, que les talibans payent relativement bien leurs combattants et que c'est un job, quoi. Donc, c'est pas. Quand on applique là-dessus l'aspect idéologique ou l'aspect religieux, on s'imagine que tous, c'est des fanatiques de Dieu, etc. Non, ouais, certains le sont. Peut-être au niveau des chefs, et encore au niveau des chefs de guerre, moi j'en ai rencontré qui sont pas très très religieux. J'ai vu des talibans, des chefs talibans fumer devant moi. C'est pas islamique de fumer dans leur conception, mais comme nous on fumait, ils fumaient avec nous. Voilà, c'était pas avec tous les groupes ça, mais avec certains, il y avait quand même une certaine tolérance. C'est intéressant de voir
que la dimension, on va dire, socio-économique est très importante. Vous avez aussi la dimension du crime de droit commun. À chaque fois qu'il y a des guerres, il y a des gens qui cherchent à profiter pour éliminer des adversaires, pour éliminer quelqu'un, et sans que c'est de relation absolue avec le combat en question. Donc il y a une criminalité parallèle qui se développe, surtout dans les zones qui sont disputées entre plusieurs groupes. Par exemple, la Syrie, c'est assez caractéristique parce que nous allions dans des zones comme Alep, Homs ou Palmyre, par exemple, pour aller couvrir ces guerres. Il fallait passer par des vastes territoires qui étaient tenus plus ou moins par l'armée syrienne, l'armée de Bachar, l'armée régulière. Donc il y avait des autoroutes et puis des routes un peu plus étroites. Et je sais qu'à chaque fois qu'on allait couvrir la guerre, par exemple à Palmyre, on avait passé 3, 4 jours à Palmyre. Au moment de la reconquête, l'État islamique avait été battu. On était au dernier moment des combats contre l'État islamique. Il avait fallu un moment qu'on parte très vite pour ne pas tomber pendant la nuit, parce que notre convoi aurait pu être arrêté et pillé par des gens sur la route. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était arrivé à d'autres gens. Il ne s'agissait pas du tout de groupes armés islamistes, ni Al-Qaïda, ni quoi que ce soit, mais simplement des bandits de grand chemin qui prospèrent à travers le chaos, tout simplement. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'aller sur place. C'est aussi important d'aller sonder, vous savez, les points communs qui existent entre les populations sur les réseaux sociaux, par exemple, sur évidemment cette arrivée en masse du monde digital aussi, et toutes ces populations sont imprégnées aussi de téléphones portables et de choses comme ça. L'arrivée aussi, alors ça c'est souvent des fléaux, mais l'arrivée des boissons énergisantes en Afghanistan ou dans des pays ou au Kurdistan, ça fait des ravages. C'est-à-dire que les soldats pour tenir, même en Russie, hein, les soldats pour tenir prennent des dérivés de Red Bull, mais ils en prennent 4 ou 5 pendant la journée, ce qui fait qu'ils sont toujours dans un espèce d'état d'énervement et de très fébrile à la fois, parce qu'ils dorment peu. Ils sont toujours avec leurs fusils, donc c'est la guerre. Ils fument beaucoup. Bref, au niveau de leur comportement, alors, la cigarette et la guerre, c'est quelque chose qui est très très lié aussi. Mais ça, c'est pas nouveau. Mais la nouveauté, l'arrivée et l'exploitation on va dire, capitalistique par ces groupes qui fabriquent ces sodas, bah, leur a fait, à mon avis, des fortunes. Et en Afghanistan, vous trouvez du Red Bull à tous les coins de rue. Vous avez un petit marchand, vous allez chercher de l'eau, il a du Red Bull, du Coca à côté. Ça, c'est le leg aussi des Américains. Et ça a complètement changé. Et ça change beaucoup et ça oriente beaucoup le comportement des combattants, tout ça. Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui montrent les interpénétrations des mondes, qu'on n'est pas du tout cloisonné, qu'il n'y a pas, finalement, il y a une planète qui a des échanges, et que souvent les réalités qui sont décrites dans nos médias par des gens qui ne vont pas sur le terrain n'ont rien à voir quand on arrive sur place avec la réalité sur le terrain. Voilà, c'est tout. Régis, en vous écoutant, on se rend bien compte qu'on a affaire à un journaliste profondément empathique, qui est capable d'avoir une vraie compréhension de l'autre. Vous êtes capable d'aller au-delà des concepts, des frontières idéologiques, des croyances. C'est ce qu'on attend d'un vrai journaliste. Et je vous Merci. remercie de donner l'exemple. Un journalisme par l'exemplarité, et c'est bien ce que nous souhaitons partager. Merci à l'un comme Merci à beaucoup. l'autre. Merci Mathias de ta contribution. On a voulu appliquer, Régis, Mathias et moi, quelque chose qui nous semble important pour nous, c'est vraiment de laisser la parole. Alors, on n'a pas été très utile en tant que journaliste et animateur, mais c'est intentionnel, c'est parce que vous étiez tellement fluide et pertinent qu'on n'a pas envie de vous interrompre, on n'a pas envie de tirer la couverture à nous, c'est pas notre mission. On a aussi envie de partager le meilleur de l'homme, au-delà de la propagande et de l'instrumentalisation, quelle qu'elle soit. Donc, on vous a laissé parler, c'était fluide, c'était clair, c'était Moi, magnifique. Oui, Mathias, si vous voulez Moi, conclure. j'aimerais profiter quand même de poser une dernière question non géopolitique, mais vu que vous avez ce courage d'aller à la rencontre de l'autre, et en particulier dans les zones compliquées et difficiles,
Euh, je suppose que c'est parce que, évidemment, vous êtes engagé dans ce combat, mais c'est aussi probablement parce que humainement, vous y retrouvez à un certain niveau. Est-ce que vous pouvez partager quelque chose de positif, avec les auditeurs, de ce que vous retirez de ces voyages dans ces zones, compliquées et difficiles? Écoutez, moi, enfin, d'un point de vue personnel, c'est ça que vous voulez dire? Oui, 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 absolument. Oui, d'un point de vue personnel, c'est une richesse absolument incroyable. Moi, je remercie le ciel, Dieu, parce que je suis croyant tous les jours, d'avoir eu cette carrière, d'avoir eu cette opportunité, d'avoir eu cette fenêtre sur le monde, euh, de pouvoir avoir parfois, je vous racontais le retour des talibans, mais pu observer, être témoin de l'histoire qui surgit sous nos yeux, en fait. Ça m'est arrivé quelquefois, c'est incroyable d'être témoin, en fait, d'être témoin et en même temps de reporter, comme on est reporter, de reporter ce que d'autres, de recueillir leurs témoignages, de leur parler. Souvent, les gens, d'ailleurs, dans ces circonstances dramatiques, ont un langage de vérité absolue. Il n'y a pas, il y a rien à vendre, il y a rien à, il y a des stratégies de survie. Je me souviens des gens à Mossoul, pendant la bataille de Mossoul, où là, c'était très, très intense au niveau des combats. Et quand nous, on suivait une unité des forces spéciales irakiennes qui allait au contact de Daesh, donc c'était extrêmement, extrêmement dangereux. Et quand on arrivait que Daesh avait reculé, on allait voir les gens, donc on tapait aux portes pour vérifier qu'il n'y avait pas encore des types de Daesh dedans. Et souvent, les gens de Mossoul venaient nous voir, les jeunes, en nous demandant des cigarettes. Et donc, ils faisaient le geste. Et en fait, en réalité, c'était déjà une stratégie de survie. C'était pour montrer, comme Daesh avait interdit la cigarette, pour montrer qu'ils ne faisaient pas partie de Daesh. Et les soldats irakiens avec lesquels on était le savaient très bien. Ils leur disaient, bon, ok, d'accord pour la cigarette, mais maintenant, tu te coupes la barbe. Alors là, non, non, ils voulaient pas se faire couper la barbe parce qu'ils avaient la peur qu'une fois que les soldats irakiens sont passés dans le quartier, Daesh revienne. Voyez? Donc, en fait, tout ça, c'est des stratégies de survie. Souvent, il faut être extrêmement humble quand on voit ça parce que on touche au moment où des gens ont vécu 2 ans et demi sous Daesh et voient pour la première fois la lumière du jour. C'est un peu la libération de Paris. C'est des moments. Il y a un moment de fébrilité. On ne sait pas si le soldat qui va rentrer chez soi, on veut bien faire, donc on amène ses enfants. Les enfants se mettent à hurler, mais c'est pas grave. On essaie de faire bonne figure pour montrer aux soldats qu'on est plein de bonnes intentions et qu'on est heureux de les voir, sans être totalement sûr de leurs intentions, parce que les soldats peuvent être aussi des pillards. Et puis, si c'est des soldats chiites, comme on est dans comme la Golden Division était essentiellement composée de soldats chiites, on est dans une ville à 98% sunnite. Donc, vous voyez, il y a toute cette méfiance. Et moi, j'ai vu des soldats, sans les maltraiter, mais se moquer des populations. Donc, vous comprenez un peu les divisions qui existent, extrêmement profondes, qui existent depuis des siècles entre ces deux parties de l'islam, qui se sont exacerbées à l'époque l'invasion américaine, où les chiites et les sunnites, ça a été des bains de sang. Donc, on sent que tout ça est extrêmement sensible. Les Kurdes aussi, qui ont une attitude un peu plus détachée, parce que c'est pas leur territoire, c'est plus chez eux, etc. Vous prenez conscience de tout ça, en fait. Et c'est ça la vraie richesse, pour terminer sur ça. C'est ça la vraie richesse, c'est de pouvoir en faire profiter et pour soi d'être un témoin, tout simplement. Voilà, de participer un peu à l'histoire en marche. Voilà, je terminerai là-dessus. magnifique, Oui, Régis Le Sommier. Merci beaucoup. On pourrait vous écouter des heures, mais on sait que vous avez un rendez-vous juste après Oui, nous. tout à fait. Alors, on Voilà, dans cinq va minutes. en profiter Voilà, pour annoncer à nos auditeurs que Planète Positive souhaite vous inviter à venir donner une conférence en Suisse, avec pourquoi plaisir. pas à l'automne. Donc, Mhm. restez connectés à Essentiel News, Planète Vagabonde et bien sûr le magazine Omerta. Merci beaucoup encore pour cet exemple et cette profonde humanité dont vous témoignez, cher Régis. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. merci. Au Au revoir. revoir.